Salut Olivier. Salut Sébastien. Merci d'être là. Bon, toi, tu viens pas de loin. Hein. Ah oui, tu habites à quoi, 100 mètres d'ici, 200 mètres? Une rue à côté. Une rue à côté. Bon. Ave, t'es le cofondateur et CEO d'Ave. T'as cofondé, j'ai envie de dire surtout, parce que c'est quand même encore plus connu à ce stade, mais peut-être que les courbes vont se croiser. En tout cas, je te le souhaite prochainement. Cofondé donc Tids, il y a quoi maintenant? Il y a 15 ans? C'est ça, en 2010, on a cofondé Tids. Bon, on va y revenir. Ouais, cofondé parce que vous étiez plusieurs. Exactement. Un sacré groupe. C'était elle-même, on va dire, la somme de plusieurs boîtes. Plusieurs entrepreneurs. Tout ça chapeauté par Pierre Chapaz. Je crois que c'était le boss c'est ça. De l'époque. L'un des plus grands succès français de la pub vidéo. Et finalement, tu es tombé dedans très tôt et tu es toujours dedans, on va le voir, avec cette nouvelle aventure. Ave, où tu as une intuition forte il y a quelques années. Donc la vidéo est déjà devenue centrale dans le contenu, donc les médias, la pub, le marketing, mais avec ce vrai goulet d'étranglement qui est plus seulement la diffusion, mais aussi la fabrication en amont, l'adaptation, l'optimisation des formats, des contenus, etc. En fonction de qui le regarde, quelle plateforme on utilise, Insta, TikTok, etc. Donc toi, tu te lances juste avant 2020, avant le Covid, pour automatiser la post-production vidéo grâce à l'IA. Bon, l'IA, on en parlait déjà à l'époque, mais sans ChatGPT, évidemment, c'était pas le même délire. J'imagine qu'il y a un avant-après aussi pour toi. Tout à fait. Et puis, des années de R&D, et tu te lances commercialement il y a à peine 2 ans, donc 2024. Tu as déjà attiré depuis là des dizaines de clients, des grands comptes, on parle pas de petits clients, donc c'est du Stellantis, du LVMH, du Clarins, du Publicis Omnicom, TF1, premier média européen. Tu as levé 12 millions en juin dernier, et puis finalement, ça se bouscule au portillon, donc tu as étendu cette série A, et tu arrives à quasiment 17 millions quelques mois plus tard. Et donc, ce qui m'intéresse, si tu veux bien, là, pendant 3 quarts d'heure, Olivier, c'est de comprendre ce que tu as appris déjà chez Tids, dans un premier temps, il y a 10-15 ans, et pourquoi tu t'attaques maintenant à la création vidéo assistée par IA, comment tu comptes construire une nouvelle scale-up, un champion mondial, tel qu'était devenu Tids à l'époque, dans ce monde aussi IA maintenant, IA first, j'ai envie de dire, où il y a quand même pas mal d'acteurs et de vrais usages maintenant, côté créateur de contenu comme moi, côté B2B surtout, qui est sûrement un peu plus juteux que les youtubeurs. Donc, qu'est-ce que ça te va comme programme? Super, t'es chaud. Bon. Ton parcours, tu faisais quoi, toi, avant Ave? J'ai dit d'un mot, mais même remonte avant Tids. Tu pars d'où? Tu fais quoi? C'est ça. À la base, moi, je suis un créatif. Quand j'étais gamin, je faisais des films, des animations, de la musique sur ordinateur dès 12 ans. Donc à l'époque, les ordinateurs étaient vraiment très, très simples. C'était des Amiga, des PC. Donc j'ai toujours bricolé. C'était quoi le tien? C'était un Amiga 500 avec de la RAM en plus. Puis après, c'était un Pentium 120 Hz. Voilà, ce genre de choses à l'époque avec des grandes tours. C'était vraiment une sacrée époque avec des disquettes. Donc, je crée sur le DuxPaint. Là, c'est les années 90, là. C'est ça, années 90. Je faisais de l'animation. J'ai eu 3ds Max. Je faisais du sound tracker pour l'audio. Ça rappellera peut-être certains. Donc, je produisais. Après, quand arrivait Internet, j'ai commencé à mettre mes créations sur Internet. Je faisais des sites Internet. Bref, curieux, créatif, bricoleur. Et en 2002, j'ai eu par mon école une opportunité de participer à un concours de création d'entreprise. Et donc là, j'ai lancé ma première idée. C'était un site de téléchargement de musique gratuit, légal et rémunéré par la pub. J'ai gagné le concours. À partir de là, j'ai arrêté l'école. Je me suis lancé. Cette première boîte, elle a duré 7 ans avec des associés, des équipes. On a eu des premiers fonds. En gros, dans les moments les plus forts de cette première boîte, où entre-temps, il y a eu une crise du disque, il y a eu la crise financière également dans les années 2008. C'est entre 2000 et 2008. C'est ça, entre 2000, 2002 et 2010. Entre Napster et Lehman Brothers, quoi. C'est ça, entre Napster, avant Deezer, avant Spotify, iTunes arrivé, on était dans l'époque MySpace, on était là. Et donc, concrètement, au meilleur de la forme de ma première boîte s'appelait Artist, on pouvait télécharger du Daft Punk, du Pink Floyd, de Rolling Stone, gratuitement, après avoir vu une pub télé. Et l'artiste était payé par la pub. Voilà. Donc ça fonctionnait bien, mais crise financière trop compliquée. Donc tu avais signé quand même avec les grosses majors. Ouais, j'avais signé avec une première major, EMI. J'avais des dizaines de labels indépendants. J'avais des milliers d'artistes indépendants. C'était une communauté super. Mais la crise financière de 2007-2008 a mis ma société à genoux. Moi, j'avais toujours
la vision que la vidéo arriverait à monétiser. Attends, mais c'est quoi le rapport avec la crise financière? Parce que tu avais des dettes, tu n'étais pas rentable, c'est quoi le problème? Ah non, c'est qu'en fait, nous, on proposait un format vidéo publicitaire innovant. C'est-à-dire qu'on allait voir les marques et on leur disait, vos pubs télé, vous les ramenez sur Internet. Ah oui, donc eux, ils ont coupé les budgets pubs. Aujourd'hui, c'est mainstream, mais il faut s'y remettre. En 2005-2007, c'était révolutionnaire. Et donc, on était dans les formats innovants. Crise financière, ils ont coupé tous les budgets. Finito. Plus d'entrée financière. Il y a 20 ans, t'imagines? Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, chaud. Et deux, le marché de la musique, très très compliqué. Parce qu'en fait, j'ai le marché qui m'a corrigé. Moi, j'étais dans le téléchargement de musique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais même inspiré d'Apple, d'iTunes. On pouvait télécharger. Le marché a décidé que... Tu sais qu'ils ne l'ont pas coupé, ça. On peut encore télécharger. Mais bon, il n'y a que qui le font, je crois. On télécharge, on met en offline, etc. Voilà. Depuis 15 ans, il y a quand même le streaming qui est arrivé, quoi. Mais le marché a dit, en fait, c'est tellement mieux de streamer. Et là, en fait, même si c'était très bien parti, ok, c'est le streaming qui gagne. Donc là, je me dis, la vidéo, pour monétiser des contenus, c'est toujours l'avenir, c'est ma vision. J'arrête la première boîte. Enfin, même avant d'arrêter, dans la genèse, j'échange avec Rudy Lelouch, le cofondateur de Soonight, plus gros portail de photos soirée. On faisait un partenariat à l'époque avec ma première boîte. Et là, quoi, tu dis, photo? Partenariat, c'était le premier site de photos de soirée. Tu allais en boîte de nuit, tu avais quelqu'un avec un badge. Sourire, mais oui, bien sûr. Photo de soirée. Ouais. De soirée, oui. De soirée, voilà. Tu étais avec tes potes, tu buvais un petit coup dans une boîte de nuit. On te prenait en photo et le lendemain, tu allais les photos. Ouais. Ils avaient à leur pic 1500 photographes en France. Ils faisaient 1,5 million de visiteurs uniques par jour. C'était plus que le bon. Oui, on l'a tous vu, on l'a tous fait, quoi. Énorme. Et donc, on se rencontre avec Rudy, ok, il trouve ma première boîte sympa, on a fait un peu des partenariats, mais bon, compliqué. Et là, je lui dis, la musique, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'en dis si mon flux publicitaire, on le met pour tes photos? C'est-à-dire que les gens téléchargent tes photos en haute qualité après avoir vu une pub. Il me dit, dès que c'est dispo, je le plug. Je me dis, ok, j'ai un client. Là, à partir de là, je me dis, faut voir si ma régie est ok. Je vais voir la régie, je leur dis, voilà, en plus de ma boîte, si on envoie le flux dans cette manière sur ce site, il me dit, aucun souci, dès demain. Je me dis, ok, j'ai un client, j'ai un fournisseur. Là, je me dis, il me faut une nouvelle équipe pour monter un nouveau projet. Et donc là, j'ai 2 personnes qui, historiquement, étaient stagiaires dans ma première boîte. Puis, on a monté une filiale ensemble de ma première boîte qui s'appelait alors Artist Event pour les photos de concerts et de festivals. C'était Loïc Soubéran, le CEO de Swile, et Loïc Jaurès, cofondateur également de Tids et toujours chez Tids. Et donc, on a fait cette filiale ensemble. C'est hyper bien, mais le marché des photos, etc., c'était trop tôt aussi. Mais on a appris à bosser ensemble. Et là, donc, je vais les voir. Ils démarraient un projet. Je leur dis, arrêtez tout. Il y a cette idée. Ça vous dit? Ok, go. On se tape dans la main. Été 2010, on crée le proto de Tids. On plug sur Soonight. Soonight devient le premier et plus gros client de Tids pendant 3 ans. Dès le premier mois, je me dis, ok, c'est ça. J'arrête la première boîte. Liquidation judiciaire. Et j'enchaîne instantanément, sans vacances, sans pause, sur la deuxième boîte. Sachant que sur la première boîte, j'ai pris aucune vacances et je ne me payais pas. Pendant 7 ans. Voilà. C'est la magie de quand on a entre 21 ans et la Gen Z, désolé de faire mon boomer, mais quand vous nous dites ouais, ça fait 18 mois que j'ai pas pris de vacances, je suis au bout de ma life. Non, c'est écoutez ce que dit Olivier, quoi. Voilà, mais après à cette époque, on parlait pas de start-up, on avait une idée, on y allait, quoi. C'était cette époque-là. Et donc on a démarré Tids pour aller assez vite. Très vite, en 2-3 ans, on est devenu le format le plus innovant dans la vidéo, c'est-à-dire quand on ouvrait le Monde, les Échos, le Financial Times, entre 2 paragraphes de texte, on envoyait une publicité vidéo. On a inventé ça chez Tids. Et rapidement, on est devenu le leader mondial dans ce segment. Et à côté, putain, c'est à cause de toi qu'on se tape toutes ces vidéos-là? Sauf quand on paye YouTube, etc. Alors, et tout le monde ne paye pas. Oui, c'est nous. C'est de ta faute, là. Mais... C'est une tannée, là. Les 3 pubs qu'on voit avant alors, c'est pas les pubs duo, c'est pas les pubs qui se mettent partout. Oui, c'est avant la vidéo. C'est la pub vidéo avant la vidéo. Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous, ça s'appelle l'InRead, le nom du format. C'est quoi? C'est dans l'article. C'est ça, je suis sur Le Monde et en belle impression, donc ça te bloque je fais défiler. Voilà. Ça bloque pas. Okay. Ça bloque pas. Si tu veux pas regarder, tu scrolles. Mais vu que tu lis, ton temps d'attention est plus important à comparer d'un Facebook, d'un Instagram, etc. T'es pas un spammer, toi. Voilà. C'est du quali, toi. Intelligent. Ouais. Et ça a marché. Et à côté, il y avait un concurrent, eBuzzing, Pierre Chapaz, Bertrand Quesada, qui eux avaient une société pareil dans la publicité et la vidéo. Et on était globalement concurrents. On était sur les mêmes budgets. Parce qu'on avait des formats vidéo, certains qui se recoupaient.
Et on a vu en fait que ça allait être une course qui n'allait jamais s'arrêter parce que eux étaient 3 à 5 fois plus gros que nous, qu'ils avaient levé beaucoup plus, ils étaient bien plus développés d'un point de vue business. Nous, on avait un ADN pure technologie. On était plus petits, on avait également levé, on avait levé moins, mais on avait une technologie qui était beaucoup plus avancée qu'eux. On était tech ADN, DNA, alors qu'eux, c'était business DNA. Donc nous, on serait toujours en avance d'un point de vue tech par rapport à eux, mais eux plus puissants. Là alors, fusion entre Teads et Buzzing. Le groupe s'est appelé alors Teads, donc une fierté parce que c'est moi qui ai inventé le nom Teads, la marque, le design et pas mal d'autres choses. Donc là, le groupe s'est appelé Teads, ok. Très vite, on est devenu leader européen sur la marketplace vidéo et rapidement, on est devenu leader mondial dans la marketplace vidéo. Donc au final, en équipant des grands comptes Fortune 500, enfin les grandes marques américaines, etc. D'un côté, les plus gros newspapers, les médias. New York Times, côté, tout ça. C'est ça. Et d'un autre côté, les marques. Voilà, les marques et les agences. Donc nous, on était un SSP, pour dire le terme technique. Et donc, c'était ces vidéos dans les articles, parce qu'après, il n'y a eu que ce format qui était le leader. Et il y avait un peu plus d'1 milliard de personnes chaque mois qui voyaient ces vidéos. Au top, vous avez fait combien d'ARR ? Au top, tu sais ou pas au moment où je suis parti, c'était autour des 300 millions de revenus annuels. Ensuite, quand j'ai quitté en 2018, j'ai pas suivi. Le rachat, c'est dû quand ? monter vers les 700, 800. Ok. Et le rachat, c'est en quelle année ? Ça a été racheté au printemps 2017. Donc toi, tu restes 1 an, quoi. Moi, je suis parti au bout de quelques mois. Quelques mois, ok. C'est Altis qui rachète ça. C'est ça. Altis, ouais. Patrick Drahi. Et donc, pour la petite histoire, au moment de l'opération, même avant l'opération, j'ai accompagné également sur tout le rebrand d'Altis, parce qu'en fait, pour la petite histoire, si on remonte un petit peu, toutes les entités d'Altis devaient s'appeler Altis, dont SFR notamment. SFR devait s'appeler Altis. Donc, j'ai accompagné sur ces parties, sur le rebrand global. Et j'ai vu que c'était intéressant. Je me suis dit, peut-être que je pourrais... parce qu'en fait, chez Teads, à ce niveau-là, quand on était 700 personnes, 30 bureaux dans 25 pays, je pilotais la partie créative au global et marketing digital. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être sympa comme challenge de piloter la partie créative pour 11 entités chez Altis. Mais rapidement, quand j'ai discuté avec pas mal de monde, Michel Combe à l'époque, le CEO, Patrick Drahi, et d'autres entrepreneurs qui me donnaient leur feedback, j'ai compris que j'allais me faire chier et j'allais vite partir. En fait, la raison, c'est que c'est pas dans leur intention de faire du design, c'est pas dans leur ADN de faire du créatif. Et donc, en fait, je pense que je me serais battu contre quelque chose qui me va pas. Et en fait, la réalité, ça, c'était des réflexions en 2017, donc le rachat en 2017, bien avant. Pour combien Le rachat était, alors ça n'a pas été 100% cash, c'était un rachat qui est dans la presse de 285 millions d'euros, il me semble, de mémoire. Dans la presse, donc c'est pas le vrai chiffre. Ça remonte un petit moment, dont une partie en cash et une note pour tous ceux qui restent en incentive sur un nouveau plan d'engagement. Ce qu'on appelle un earn-out, donc avec des objectifs et sur 2-3 ans, tu les atteins et ça débloque des... Ça. Okay. Moi, de mon côté, quand je suis parti 6 mois plus tard, en janvier 2018, j'ai fait une croix sur tout mon earn-out pour lancer. Donc plusieurs millions d'euros, quoi, sûrement. C'est ça. Donc je suis content que par mois, indirectement, même directement, et la contribution également de mes associés, puis Pierre Chapas, qui était executive chairman, on a rendu millionnaire énormément de monde. Pourquoi j'ai fait une croix sur son earn-out ? En fait, l'idée de Ave, elle était là depuis un petit moment. En 2015, donc on était déjà un peu plus gros, on était environ 250-300 personnes, on produisait énormément de contenu en interne et on commençait à en faire pour l'externe, pour les clients. Et là, je me dis, on avait souvent des grosses sueurs froides avec les équipes créa et vidéo. On devait produire très vite et c'était pas du très créatif, c'était beaucoup d'adaptation. Et je me suis dit, on y est arrivé encore, mais avec des grosses sueurs. Je me suis dit, il n'y a pas une technologie qui pourrait m'aider moi et mes équipes pour atteindre plus vite les objectifs avec moins de sueur en répétant des étapes créatives basiques. Il n'y avait rien. Donc j'ai commencé avec une frustration, un besoin, comme si j'étais un client. Bon, 2015, je suis retourné bosser. 2016, on avait encore plus d'équipes, on a encore plus d'events. Entre-temps, on a racheté un studio qui s'appelait Brainant. On a nommé ça en Teads Studio pour adapter des formats pour les clients. Et là, je me dis, tiens, en 1 an, si j'ai ce besoin à l'échelle mondiale, d'autres entreprises ont dû se créer pour apporter des solutions. Il n'y avait rien. Et alors, moi, étant donné que je suis un créatif, j'apporte toujours des idées nouvelles. C'est ce que j'ai fait sur toutes mes boîtes. Là, je me suis dit,
quelle super technologie permettrait d'automatiser la production vidéo ou des étapes de production. Et là, alors, je ne suis pas ingénieur, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle. Et j'ai vu tout ce qu'il y avait en machine learning, en NLP, en GAN, pour la génération de vidéo. Et je voyais qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes en images, en vidéo, en son, en storytelling. Et je me suis dit, l'IA, dans 10 ans, sera prête pour des besoins à très grande échelle pour les entreprises. C'était mon pari en 2016. J'ai commencé à écrire des articles. J'ai commencé alors à drafter un projet qui s'appellerait AVE. J'ai d'ailleurs un petit carnet, j'aurais pu l'amener, avec des schémas, avec le fonctionnement de... On met une vidéo, elle est analysée, elle est versionnée, elle est distribuée avec des modèles d'IA. Donc j'ai mis sur le papier en 2016 ma vision, comment l'IA automatiserait la production vidéo. 2016-2017, les chemins se recroisent avec mon associé, Rudy. Et donc lui, il était aux commandes de Adulike, donc une société, une DatTech également. Et là, donc on se retrouve. Je lui dis comment ça se passe. Il me dit super bien, mais je ne suis pas fondateur de Adulike. Et donc en fait, il n'y avait pas la même vision, on va dire. Il y avait un désaccord, on va dire, d'une certaine manière. Et moi, de mon côté... Et lui dit, toi, Olivier, moi, j'ai vendu à Altis, je suis chez Altis, je suis employé, j'ai des tickets resto, c'est cool, mais... C'était pas encore, c'était sur le point. Avant l'exit. On a pris en contact début 2017, et là, je lui dis, écoute, c'est super, mais j'ai une idée, je pense qu'il peut être encore plus dingue. Car en fait, moi, j'ai toujours été dans l'association. Je suis pas un ingénieur, et pour créer un projet tech et d'IA, il faut un cadre en tech, en produit en IA, et Rudy, c'est la meilleure personne qui soit dans l'écosystème à ce niveau-là. Donc, je lui en parle. Il me dit, OK, dingue, on se revoit, on se reparle. On se voit au Cannes Lions, l'événement de la publicité. On se voit et là, on se dit, OK, on se tape dans la main. Entre-temps, Tids a été racheté, et là, on démarre. Et donc, après, je me donne 1 an de transition. C'est-à-dire qu'en janvier 2018, je pars, je débranche tout, donc je suis plus opérationnel, je ne suis plus actionnaire chez Tids. Page est tournée. J'envoie une invitation qui veut parler d'IA, de créativité vidéo. Écrivez-moi, on se prend un café, un thé. J'ai bu 200 thés et cafés dans Paris. En 1 an, j'ai pu apprendre à coder. J'ai fait le wagon pour élargir mon champ de vision. Génial. Vivre comme un développeur pendant 3 mois. J'ai appris, j'ai fait des cours sur l'IA avec le MIT Sloan pour comprendre les impacts de l'IA, du machine learning, deep learning dans le business. Hyper intéressant. Ok. Et j'ai préparé ma levée de fonds pour AVE pendant 1 an et constitué l'équipe. 1 an plus tard, première levée de fonds. Et après, je pourrais te raconter la suite de AVE. Mais voilà la genèse. Là, la genèse, tu as pris le temps, tu as été généreux. Donc, merci à toi, Olivier. D'un mot, mais je sais que c'est loin maintenant pour toi, mais quand tu vois le titre de 2026, qui s'est marié depuis à Outbrain, donc tout ce qui est Taboola. Donc là, pour le coup, c'est des trucs un peu plus bourrins. C'est toutes on va dire la programmatique. Le bas de funnel, c'est voilà. C'est les bas de page, etc. Exactement. Et sur les sites médias, eux, ça leur rapporte un peu d'argent, mais c'est quand même pas hyper quali. Et toi, comme lecteur, l'UX, c'est quand même pas ouf, on va le dire gentiment comme ça. Donc les deux se sont mariés, ils sont cotés aux US, mais je crois que ça a tourné un peu au fiasco. Tu dis, c'est la vie des boîtes. Voilà, on est tous partis, c'est pas grave. Ou comment tu regardes ça? Moi, je souhaite naturellement tout le meilleur. J'espère qu'ils vont cette consolidation, parce que là, bien sûr, quand il y a du rachat et du merge, il y a toujours des profils doublons, etc. Donc, il y a une période de transition qui peut être complexe. Là, ils sont dedans. J'espère qu'ils vont en sortir. Et pour monter, parce que là, ils ont l'approche Tids haut de funnel et Outbrain bas de funnel. Donc, ça peut faire une offre globale. Il y a toujours un énorme potentiel, en effet. Mais en effet, là, ça doit être bien intense là-bas. Moi, je suis plus opérationnel du tout. Non. J'ai toujours beaucoup de contacts sur place, mais voilà, c'est un peu triste de voir comme ça le bébé qu'on a construit avec plusieurs personnes. Mais 200 millions, ouais, tu restes quand même dans les... aujourd'hui, on parle beaucoup des licornes, un peu moins, mais on se focus là-dessus, ou les décacornes avec Mistral, peut-être demain Amilabs, mais... dans les 200 millions, en fait, tu restes dans le top, sans problème, top 20, top 30 des plus belles sorties de la French Tech. À l'époque, en 2017, c'était parmi le top 3, c'était parmi les plus grosses sorties. Aujourd'hui, on va pas dire, on n'est pas mainstream, mais on est fait partie, des belles sorties. Des belles sorties où derrière, il y a un peu les mafias, après la mafia Tids, mafia Doctolib, etc. Donc, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont lancés post-Tids. Il y a plein de mafias, mais vous êtes sortis, quoi. Eux, ils sont pas sortis. Hein. Oui, certains sont pas sortis, et d'autres sont sortis. Et voilà, donc après, ça crée
d'autres licornes, comme Swile, par exemple, avec Loïc Soubéran, que je salue au passage. Loïc qui est venu à ta place il y a 18 mois peut-être, qui fait une belle aventure maintenant avec Bimply, qu'il a intégré, donc BPCE, et voilà, c'est sûrement une cash machine, beaucoup de CA, et demain de la rentabilité, et il est déjà rentable, mais ça va accélérer. Il y a une mauvaise passe, là, non pas chez lui, mais sur tout ce secteur des tickets restants, etc., donc avec les Pluxy, Edenred et compagnie, mais bon, je me fais pas tellement de soucis pour lui. On soulève le capot, donc Aïv, pourquoi on vient te chercher, comment tu vas bosser avec les marques, avec les médias, t'arrives où là dans la vidéo, enfin, donne-nous un peu, fais-nous. Alors c'est hyper passionnant. Aïv, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire Artificial Intelligence for Video Experience. Donc en fait, nous, notre positionnement, on n'est pas un outil de vidéo, on n'est pas un outil simplifié d'AI vidéo. On est une plateforme créative intelligente qui permet de transformer un contenu vidéo existant en un asset performant pour toutes les expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis une marque ou une agence. Je dois produire mon film de base, mon spot télé, par exemple, je suis Coca-Cola. Aïv n'intervient pas ici. C'est toujours l'agence, les humains, pour faire un super spot, créer l'émotion, un spot magnifique. C'est toujours les créatifs qui peuvent se servir d'IA. D'ailleurs, on peut faire soit avec du Premiere Pro, du Final Cut, ou mixer avec du Gen AI. On le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus, et c'est super. Mais par contre, une fois que ce format est fait, ce 1 minute 30 ou 2 minutes, eh ben, il y a 15 ans, ce même format, il allait sur Internet, parce qu'il y avait 2-3 réseaux sociaux, et c'était tous le même format. Aujourd'hui, il y a une trentaine de réseaux sociaux, et chaque réseau social ont entre 5 et 20 formats différents. Donc au final, il y a tellement de formats, et les audiences, elles sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux massivement, que pour une marque, une agence, pour exister, pour que son expérience créative soit bonne pour chacun, parce qu'en fait, on ne consomme pas la même vidéo sur TikTok, ou sur Instagram, ou sur Pinterest, ou sur Tids. Et quand tu dis format, c'est uniquement la taille, 16 neuvième, voilà, ou c'est beaucoup plus que ça? C'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est pas seulement le recadrage, c'est également quand on met des sous-titres, quand on met des logos, bien les placer, parce qu'en fait, en fonction des réseaux sociaux, il peut y avoir des boutons, on les verra ou pas. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la manière dont c'est monté, la dynamique. La narration, la forme. C'est ça, la narration, la forme. Qu'est-ce qu'on met dans les 5 premières secondes? Est-ce qu'on met plutôt des gros plans, des textes, des logos? Et en fait, ça, nous, on a les règles. Toi, tu le sais. Nous, on sait. Et elles changent en permanence, ces règles. Ça change en permanence. Ce qui est vrai en janvier sur LinkedIn n'est plus vrai en septembre sur la même plateforme. Et on met à jour régulièrement. Donc en fait, on fait ce travail que les créatifs n'ont plus besoin de faire. Et pourquoi en fait? C'est parce que les réseaux sociaux, l'open web, les API et la CTV, en fait, il faut voir ça comme des routes et des autoroutes. C'est-à-dire dans la consommation de vidéos, tout le monde va à des vitesses différentes. Ceux qui consomment YouTube, c'est une départementale. Ceux qui sont sur du TikTok, Instagram, c'est des voies rapides, c'est des autoroutes. Et donc, en fait, on va pas faire le même montage sur un Instagram, qui est vraiment quelqu'un qui roule à 140, je vais dire, versus un Facebook Reel, ou un Instagram, ou un Pinterest, où là, on peut prendre peut-être un tout petit peu plus de temps, mais le montage est différent, parce que c'est une autre typologie de personnes. Et ça, nous, on a les règles. Donc, en fait, pour revenir, nous, notre technologie, on part d'un contenu existant, ce format de Coca-Cola, et là, on génère les formats optimisés pour tous les réseaux sociaux, localisé avec des sous-titres, avec un bon recadrage intelligent à chaque plan, réadaptation de l'audio, mais également la capacité, là aujourd'hui on enregistre une émission, on pourrait alors générer derrière 10, 20 clippings pour tous les réseaux sociaux avec des sous-titres en multilangue, et si on veut, on pourrait changer ta voix en espagnol et moi en anglais avec des sous-titres. Voilà, c'est tout ça. C'est la déclinaison. Donc Aïv, c'est la data, donc on transforme une vidéo en données grâce à notre technologie propriétaire, c'est 7 ans de R&D. À partir de cette data, on automatise le versionning vidéo. On appelle ça le versionning créatif intelligent. Et demain, alors quand je dis demain, c'est quasiment littéral, dans un mois, il va y avoir une grande surprise par rapport à la distribution. Pour ceux qui suivent Aïv, on en parle depuis la genèse, et c'est la vision. Et là, ça sort dans quelques semaines. C'est-à-dire qu'on pourra, une fois qu'on a décliné toutes les versions, on va pouvoir les distribuer. C'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et en fait, toi, automatiquement, tu vas aller sur chez Meta, c'est ça, et redistribuer, redescendre chez Insta, chez Facebook, chez machin, et on s'occupe de rien, quoi. Et récupérer la data, la performance, et le dashboard, et alors avoir des learnings
instantané dans la plateforme, c'est un loop complet. Ah oui, donc j'AB test, tiens, la première phrase de ça marche. Là, C'est ça. là, il a dit ça marche pas. Là, les sous-titres, ils sont en jaune. Non, il faut que ce soit en violet, c'est la tendance. La stat enrichit la manière tu réadaptes. de pouvoir mieux créer. Okay. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir la chaîne de valeur entière de la vie d'une vidéo, de la compréhension, son analyse, sa production jusqu'à distribution. On a une seule et unique plateforme unifiée. Donc ça, c'est AVE. 7 ans de R&D. En fait, quand on se dit 7 ans de R&D, petit focus sur ce point. Alors, je ne suis pas ingénieur, donc je vais utiliser des mots assez simples pour ne pas être perdu. On n'a pas créé un LLM, on n'a pas créé une IA, on a créé une plateforme d'intelligence artificielle qui a un nom, MGT, pour Multimodal Generative Technology. Et en fait, dedans, il y a plusieurs dizaines de modèles d'IA, près d'une trentaine. Et donc, en fait, ce n'est pas des modèles d'IA d'OpenAI, de Google, d'AWS, ailleurs. C'est des technologies propriétaires, faites en interne. Multimodal, générative technologie. Exactement. Mais il y a quand même un avant-après ChatGPT, automne 22 ou pas? Alors, pour toi? Non. Enfin, ou plutôt, les LLM, ça c'est bien, ça nous a aidé pour à résoudre certaines couches dans le langage. Okay. Mais le LLM, c'est 5% de notre technologie. Voilà. Donc, nous, en fait, l'approche, c'est que aujourd'hui, il y a des mots pour expliquer tout ça. Le generative AI, etc. Là, AVE, on pourrait positionner en fait qu'on est un world model créatif spécialisé. C'est-à-dire que tout l'environnement, pas physique, digital d'une vidéo, on le comprend. On le traduit en data. C'est-à-dire qu'on met une vidéo, elle est analysée, elle transforme en data. Genre nous, nos 3/4 d'heure là, ouais. Ça pourrait donner combien de versions, combien de formats derrière? Alors, c'est illimité parce qu'on peut faire des clippings par thème, avec de la data, des choix, comme si tu donnais à un créatif un brief en disant « Fais-moi des clippings avec plutôt priorité sur telle personne, telle phrase, brut tel mot. » ou habillé, avec des images, etc. Et avec des montages différents pour TikTok, Instagram, c'est-à-dire que ce qui prend 3 semaines, 1 mois pour faire 10, 50, 200 versions avec AVE, c'est fait en 2-3 jours. Voilà. C'est quoi, donc c'est des centaines de versions potentiellement? C'est des centaines. Ouais. Là, je donne un exemple en termes de chiffres. Parce que ça, c'est la technologie qu'on a fait qui n'arrête pas de grandir. Et qui se personnalise et qui s'amplifie de plus en plus, c'est-à-dire que tous les éléments créatifs d'une vidéo sont transformés en data pour nous. Et là, en fait, toute cette technologie, ça permet, en termes de use case, en termes de résultats, on a une marque qui est Mythic. Mythic, qui est un client depuis un petit moment, on s'est dit, allez, on va mesurer la performance. On n'allait pas faire un test sur une seule vidéo pour dire après, on a eu un coup de chance. Le test, le use case, a été fait sur un trimestre entier, le 3e trimestre, en multi-pays, sur 300 campagnes vidéo. Ok, là au moins, on y va le tout pour le tout. Au final, il en est sorti que sur tous les montages vidéo, toutes les déclinaisons des formats originaux pour le mobile, pour Meta, 80% d'économies de coûts de production et de temps, 5 fois plus d'assets ont été créés sur la période. Et au final, donc un go-to-market accéléré, des gains de temps et économie d'argent, mais au final, est-ce que les formats faits pareil fonctionnent? C'est ça la finalité. Quel est le ROI? Eh bien, très simplement, ils ont fait donc ces 300 campagnes paid Instagram et Facebook, et au final, ils ont constaté une augmentation de la performance de 40%. Donc, on va 5 à 10 fois plus rapide. C'est moins cher, on a plus de formats, et c'est plus performant. C'est un no-brainer. Au niveau ROI, c'est un no-brainer. Mythic, c'est un de tes meilleurs clients? C'est un excellent client. T'as qui d'autre dans tes... Il y a également, on a également des agences. On a IPG, Omnicom, qui ont d'ailleurs mergé. Omnicom a racheté IPG. On a également chez Stellantis, Citroën. On a également Groupe Seb. Donc voilà, c'est que des groupes qui ont des besoins d'adaptation de format pour les réseaux sociaux. Et qui sont partout. Voilà. Qui ont besoin de tuer la creative fatigue. Creative fatigue, c'est quoi? C'est je fais un format, je le diffuse sur plusieurs jours sur les réseaux sociaux, les gens ont vu la même vidéo, elles veulent plus la troisième fois, t'en as un peu plus, t'as la gerbe, quoi. Ouais. Et bien là, on peut faire 10 versions de la vidéo, ce qui fait que les gens redécouvrent l'expérience. Ça démarre pas pareil, ça finit pas pareil, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes... On réduit la creative fatigue et on fait la diversité créative. Donc c'est pour ça que les gens nous adorent.
Et la vidéo obésité, ça arrivera pas un jour? Parce que ça fait 10 ans qu'on dit, ouais, la vidéo, c'est le format roi. Tu penses qu'on est parti là pour ces longues trends, ces 20 ans de... Toi qui es visionnaire, tu as été visionnaire sur Tease, sur plein de trucs maintenant? Il y a la vidéo aujourd'hui, elle est partout. D'ailleurs, c'est ce que disait le fondateur de Meta, que il y a 5 ans, il disait les réseaux sociaux, dans quelques années, vont être 100% en vidéo. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. On va dire que la majorité des usages de la publicité, c'est autour de la vidéo. Et donc, ça, c'était ma vision aussi. D'ailleurs, que je fais depuis maintenant 20 ans, la vidéo. Et donc, non, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que la vidéo, c'est le moyen, on est arrivé à créer le plus d'émotions à l'image et mixé à l'audio. Il y a une période où les gens consommaient massivement la vidéo, mais sans le son. Mais en fait, ce qui marche, c'est quand la vidéo est consommée dans son entièreté, avec le son, etc. Donc, en fait, l'expérience audiovisuelle n'est pas prête de s'arrêter. Par contre, en effet, il y a un peu un AI slop qu'on a vu, c'est-à-dire trop de consommation de vidéos faites par l'IA. On est un peu dedans, donc on est dans une période excellente, extraordinaire, et avec plein de choses qui bougent dans le marché. Il y a de plus en plus de vidéos génératives, ça évolue tous les 6 mois, etc. Mais la vidéo, non, c'est pas prêt de s'arrêter, ça va encore monter en puissance. Mais tu parles d'émotion. Est-ce que l'IA que tu utilises, toi, de A à Z quasiment, va pas provoquer soit une fatigue, voire un rejet? Parce que justement, il n'y aura pas cette partie humaine qui est liée normalement à la création. En fait, ça, c'est lié à une chose, c'est quelle est l'intention des fondateurs d'une société. Moi, je suis un créatif depuis toujours. Mon associé, Rudy, est dans la vidéo également depuis 20 ans. On a eu chacun des grandes expériences. On est alignés sur notre vision créative et de comment on va impacter l'ensemble des industries. Donc, notre intention n'est pas de faire une inondation de vidéos, mais faire que l'expérience vidéo soit meilleure. Donc, ça veut dire pas forcément diffuser plus, peut-être même diffuser moins de vidéos, mais mieux. D'ailleurs, AVE, c'est AI for Video Experience. Et comme la source restera, le brut restera créatif humain, l'outcome, selon toi, il n'y a pas de souci. On gardera cette émotion. Alors oui, déjà, l'IA n'a pas d'émotion et n'est pas créative en tant que telle. Voilà. Tu sais qu'il y a un débat là-dessus maintenant. Parce que par définition, l'homme, il part jamais de rien. Il s'inspire de ce qu'il connaît, consciemment ou pas. Et il y avait tout le débat, rappelle-toi, il y a quasiment 1 an maintenant avec Jul. Alors, je ne sais plus d'ailleurs la réalité, s'il a ou pas utilisé l'IA pour un de ses titres, mais évidemment que les plateformes Spotify, Deezer n'ont pas à censurer Jul, alors qu'elles te disent au quotidien, on passe notre temps à empêcher et à détecter via nos algos toutes ces centaines, ces milliers de Gen AI songs qui nous arrivent dans les tuyaux, quoi. Donc, c'est la créativité augmentée. Ouais. C'est-à-dire ça augmente la création. Dans certains cas, oui, ça remplace la créativité pour des besoins assez mainstream et larges, mais moi, mon industrie, c'est les besoins des entreprises. AVE, c'est pas une solution pour les créateurs de contenu, c'est pour du Nestlé, pour du P&G, du LVMH, du Publicis, du Warner, ce sont nos clients. Meta aussi est client d'ailleurs. Donc c'est pour les grands besoins très complexes. Et pour ça, l'humain est toujours dans la boucle. Et donc, mais il est chez toi ou il est chez eux? Notre technologie est chez le client, et donc ça permet de les augmenter. Okay. Chez eux, Publicis, Omnicom, Meta, LVMH utilisent AVE et ça leur permet au quotidien d'aller plus vite, de produire mieux, de faire des économies. Et au final, on peut se dire, ça va tuer des emplois, ils vont moins bosser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais en fait, non, rien ne se perd. Le temps, en fait, ce que nous a dit littéralement le groupe SEB et Mythique, tout le temps qu'ils ont gagné et les économies, ça leur a permis soit d'investir en formation, dans des nouvelles formations pour les employés, soit d'investir plus financièrement dans la prod, de la vraie prod créative, ou bien d'investir plus dans leur achat média. Donc ça ne se perd pas. Donc d'amortir, on va dire, leur production, d'être sur peut-être plus de plateformes, mieux adapter, mieux toucher, personnaliser leur message. C'est ça. Donc mieux toucher leur public, leur cible, et peut-être aussi de mettre potentiellement, in fine, plus d'argent dans des médias, sur des plateformes, parce qu'il y a eu ce gain de productivité, de temps en amont. Quoi. Parce qu'on réduit, on tue quelque chose qui est hyper problématique, c'est la créativité, la faible créativité et la répétition. Adobe, il y a plusieurs années, ils ont dit que plus de 75% des créatifs passent la moitié de leur temps sur les tâches
répétitive et très peu créative. Et ça, c'est exactement ce qu'on résout. Tu as une idée sur tes métriques là, du nombre de vidéos que tu sors par jour, par semaine, par mois, je sais pas? Aujourd'hui, aujourd'hui, on a une 50aine de clients, donc on est sur plusieurs centaines de vidéos qui sont générées, adaptées par jour, par semaine, donc c'est en train de monter en puissance. Donc concrètement, c'est en mesure par ça, mais aussi par le temps qu'ils gagnent, c'est-à-dire littéralement, ils nous disent, plusieurs grands groupes, ce qui prend 3-4 mois, ça se fait en 2-3 semaines. C'est ça qu'on retient. Et donc derrière, c'est OK, on en veut plus, on va avancer. Donc c'est ce type de métriques, voilà, c'est du pur retour sur investissement qu'on leur permet de faire. Tu as levé donc sur ta série A 16 millions et demi d'euros ou dollars, je ne sais plus. C'est ça, euros. Euros, donc c'est quasiment 20 en dollars. C'est pour quoi faire? Est-ce que tu vas accélérer aux US? Je ne sais pas, là, c'est quoi le but? Alors, plein de sujets. Par le passé, on a levé 10 millions d'euros avec des business angels, quelques family office, dont le groupe Duval, Pauline Duval, et plein de business angels. Première femme business angel de France. Ouais. Exactement, et parmi les tout premiers investisseurs à avoir cru en la vision d'Hive en 2019, suivi d'autres investisseurs comme Aurélie Jean, etc., etc. Après, énormément de fondateurs de boîtes tech, etc. Donc ça a permis de monter le socle, la première technologie, de commencer à montrer que ça fonctionne. À partir 10 de là, millions que avec des BA? Ouais. Ah ouais, enfin BA et Family Office, parce qu'il y a des gros tickets là-dedans, j'imagine. C'est ça, mais surtout des BA. Ok. Surtout des BA. Impressionnant. Voilà, donc 3 levées de fonds sur toutes les premières années. Et donc... il faut aller financer de la R&D, hein, donc là, les VC, ils n'aiment pas trop. C'est ça, on a eu quasiment... Ils te disent, rappelez-nous quand vous aurez des clients et de la RR, quoi. Ça a été que la R&D, voilà, sur une vision où, en fait, ce qu'on fait, il n'y a aucune comparaison au monde. C'est un LLM, c'est quoi? Non, c'est ce qu'on explique, techniquement, c'est du meta-learning. Alors là, on perd tout le monde. Voilà, c'est... Les investisseurs pros, voilà. Là, tu ne les as pas trouvé un peu nuls, sachant que tu avais quand même un joli track de dire, putain, les mecs, prenez un peu de risque quand même. Non, il n'y a eu aucune prise de risque. Bah il n'y a non, aucune clairement. prise de risque. En fait, ceux qui prennent le plus de risque, c'est les business angels, qui sont en général des entrepreneurs et qui ont la vision et qui prennent le risque. Et qui vont se faire diluer derrière, en plus. Voilà. Donc, Okay. voilà. Bon, il en est qu'on arrive à ce stade. On a fait la série A cet été avec un fonds qui a préempté le tour, Invus, un fonds qu'on adore, qui est une famille belge qui a, il y a 40 ans, ils ont créé leur fonds et c'est un fonds aujourd'hui evergreen. Ils ont à peu près 10 milliards d'euros sous gestion. Evergreen, ça veut dire qu'il n'y a pas de date. Ils disent pas, tiens, dans 8 ans, on rend l'argent, quoi. C'est leur argent. C'est illimité, quoi. C'est pas un fonds à qui des familles ont prêté de l'argent, à qui doivent rendre des comptes avec sur des timings de 7 ans. Non, là, c'est leur cash. Donc, ils sont sur le temps long. Donc, ils ont fait le pari sur les fondateurs, la vision sur le temps long. Voilà. Donc, on avance avec eux, on monte. Alors, pourquoi on a levé, en effet, 12 millions, puis de l'effet levier avec nos partenaires bancaires historiques pour arriver à 16 millions et demi? C'est maintenant qu'on a la preuve que la technologie, elle cartonne, qui a un impact énorme, il faut accélérer d'un point de vue commercial. Donc, c'est des recrutements commerciaux, donc très seniors. D'ailleurs, là, on cherche toujours de plus en plus de commerciaux très, très seniors. Je fais passer le message. Toujours de la tech. C'est quoi très, très senior? 10-15 ans d'expérience? Ouais. 10-20 ans d'expérience, spécialisés dans les marques. Okay. Voilà, des profils qui connaissent leur secteur, etc. Ouais, complètement. Hyper spécialisés. Enfin, voilà, spécialisés. Le message marques. est passé, ça voilà. marche. Il y a ça. Également, on cherche toujours des techs. Donc, en juin, on était 20. Aujourd'hui, on est 35, 36. On recrute encore 15-20 personnes dans l'année à venir. Donc, on monte en puissance. Donc, ça sert à recruter pour expandre le business. On a aujourd'hui à peu près 20% de notre revenu qui est aux US. Donc, aujourd'hui, on vend aux US depuis la France. Donc, voilà. On est en train de structurer pour passer à une nouvelle étape de business. Justement, les US, tu n'as pas besoin d'aller sur place pour accélérer? Alors, on y va déjà. Alors, on n'a pas encore de bureau. T'installer sur place, toi, non? Alors, à terme, c'est l'histoire naturelle. Il va falloir qu'on s'installe. Toi ou ton associé, quoi. Et on va y aller, moi, mon associé, ou peut-être les deux, qui sait. Mais à un moment donné, oui, c'est la suite logique. Parce que nous, notre ambition, c'est d'équiper toutes les industries à l'échelle mondiale. Donc là, les US, on était en juin à un événement, le NRF, à New York. Bien sûr. Ensuite, je fais des allers-retours régulièrement. On y retourne dans un mois. Il va y avoir 2 super événements, le NAB Show et Adobe Summit, etc., etc. Donc, on est de plus en plus aux US. Et à un moment donné, est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans? Oui, on va commencer à mettre les pieds là-bas. Mais voilà, c'est un must-have. D'être choisi par TF1, c'est game changer ou pas? Pour l'Europe? Ça envoie un signal fort. Ouais. TF1, c'est la plus grande chaîne d'Europe. Donc, c'est un signal fort. C'est TF1 pub,
et TF1+. Donc, c'est pour la partie publicitaire TF1 et toutes les adaptations des bandes annonces également. Ok, très clair. Ta vision du marché, là, on l'a évoqué un petit peu sur la créativité, etc. Malgré tout, tu penses que la vidéo boostée à l'IA, même si j'ai bien entendu que tu n'étais pas une plateforme d'IA vidéo, c'est bien plus que ça, mais est-ce que tu penses qu'on en est qu'au début là? C'est vrai qu'on se focalise un peu sur les deepfakes, etc. à ce stade, mais tu penses qu'on n'a rien vu? Je dirais qu'on n'est pas au début ni à la fin, on est à peu près au milieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand je voyais déjà ce qu'on pouvait faire en génération de vidéos, il y a 10 ans, il y avait déjà des très belles choses. Enfin, il fallait se projeter, quoi. Je savais que, pour moi, dans 10 ans, ça allait être un niveau pro. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, on est au milieu du chemin. Rendez-vous dans 10 ans, où là, ça sera complètement intégré. Donc là, aujourd'hui, on peut faire la génération vidéo sans être un PhD en mathématiques ou un ingénieur surqualifié. Maintenant, tout le monde peut faire de la vidéo. Mais il en reste, en fait, il y a toujours un peu un fantasme ou le fait de se dire que générer une vidéo, j'appuie sur un bouton et c'est fait. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, je peux techniquement générer la vidéo, mais le film que vous allez regarder à la télé ou le prochain Avenger, c'est pas 3 prompts. C'est des équipes qui bossent pendant des jours et des semaines. Donc, en fait, l'IA, ça reste une technologie, un outil, un nouveau type d'outil pour augmenter la créativité. Et toi aussi, tu mets un orteil là-dedans, parce que même si à la base, c'est en post-production, donc une fois que le film a été publicitaire, etc., la création a été faite, on vient te voir, mais en fait, vous commencez à mettre un orteil là-dedans, et donc on peut déjà livrer quelques images corporate, prompter pour avoir un fond, un machin, et tu vas nous aider à créer ce film, quoi. Ouais, c'est ça. Il nous reste 3 minutes, 5-6 questions, donc on atterrit doucement, Olivier, si tu veux bien. Ton meilleur souvenir là chez Ave en 6-7 ans, ce serait quoi? Mon meilleur souvenir, l'été dernier, au printemps dernier, quand on était en train de lever des fonds et on discutait avec un de nos clients qui est Meta. On leur a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire quelque chose auprès de nos potentiels investisseurs? Ils ont dit, OK, on a un message que vous pouvez transmettre. C'est-à-dire que Ave is a game changer for our company. Que Meta dise que Ave est un game changer pour Meta, on se dit, waouh, on est fiers. Ah oui, hors compagnie au singulier, parce que je pensais que c'était pour nos clients. Mais c'est par les deux, quoi. Ave est un game changer pour Meta. Impressionnant. Voilà, ce qu'on fait, notre solution pour Meta, eux, c'est dingue. Et ce que ça leur permet de faire avec leurs clients, c'est dingue. Quand Meta dit ça, waouh, pour mes équipes, mon associé, tout le monde, les business angels, c'était un moment assez dingue, quoi. Moment le plus dur, alors, à l'inverse, c'était quoi? C'est facile. Là. Moment le plus dur, c'était la levée de fonds en 2023. Alors, à la base, moi, j'adore les levées de fonds. J'adore pitcher, présenter, etc. Mais là, en fait, c'est un moment particulier. Donc là, c'est le seed. T'as pas encore de produit. Alors, on avait au bout de la R&D, mais t'es pas encore... On avait fait un pré-seed, et là, c'était le 2e tour de mémoire. Et en fait, la situation, c'était que d'un point de vue familial, on attendait notre 2e enfant. Et donc, la levée de fonds tardait pas mal, en partie ou à cause de ChatGPT, qui a brouillé les pistes dans le marché. Donc, tout a glissé de plusieurs mois. Et en fait, littéralement, le roadshow de ma levée de fonds a démarré le jour de la naissance de mon 2e enfant. Et donc, en fait, ça a été hyper difficile, parce qu'en fait, c'est des questions de rater de moments, faire des choix. On lève des fonds, c'est pour sécuriser la boîte, parce qu'en fait, il y a une notion il y a un mur qui arrive, mais en même temps, c'est des moments uniques qui ne se repasseront pas. Et donc, ça fait partie du jeu d'entrepreneur, mais voilà, donc c'était un moment qui a été un mauvais souvenir, en effet, pour moi et ma femme. Voilà, ce moment-là où tout se mélangeait, on va dire. Bon, ta femme, on l'a pas parlé, parce que c'est du perso, et j'aime pas trop en faire sur ce podcast-là, mais sans la citer, et tu peux le faire si tu veux, évidemment, mais je le ferai pas à ta place. Elle a quitté sa chaîne de télé, elle avait une super place il y a encore quelques mois, et elle s'est lancée à son compte, youtubeuse, et elle cartonne, et elle applique tous tes conseils, puisqu'elle est sur, je crois, toutes les plateformes, et elle fait des vues, mais par millions, par dizaines de millions. C'est ça. Exactement. C'est fou. Ma femme, c'est Alexia Mayer. Donc, elle était chez TF1 LCI. Et donc, elle a quitté cet univers. En fait, elle a l'intuition de se dire, en fait, où sont les gens aujourd'hui? On voit les audiences, c'est plutôt des 50 ans, 60 ans qui sont dans les grandes chaînes de télé. Aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, elle a quitté ce monde pour créer son média. Et en effet, là, c'est un carton. Donc, il faudrait peut-être l'inviter, d'ailleurs. Tous Wonder. Ouais. Sur tous les réseaux, vidéos et podcasts. Elle va foutre par terre Guillaume Play. Oh, bon, on verra. C'est 2 approches d'interview.
Bon, Il y a allez, la place pour tout le monde. qui doit venir après toi, justement? Si c'est pas ta femme, ce sera qui alors? Je pense à 2 personnes. Le premier, c'est un très grand créatif, mais également un passionné d'innovation. Frédéric Raillard, le cofondateur de Fred et Farid. Je pense que d'un point de vue créatif et IA, c'est un mec extraordinaire. Et une deuxième personne, c'est une de nos actionnaires historiques, une scientifique, une chercheuse et passionnée de créativité, Aurélie Jean. Aurélie. Ok, ça marche, je note. Donc Fred et Aurélie. Merci à toi, Olivier. Donc longue vie à Ave et peut-être aux US dans un an ou deux alors. C'est ça, c'est parti. Merci.